Acula Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. C'était lors de la 16e édition du festival Rock in the Barn à Vernon, tout près de Giverny, où Monet a peint les nymphéas. Nous étions le dimanche 13 septembre 2025. Des orages étaient annoncés, la pluie serait diluvienne et il n'en fut rien. À 17h30, le ciel parsemé de nuages laissait apparaître des rayons lumineux et intenses. Nous étions désormais prêts à glisser dans le vide. L'écrivain Yannick Anaël, dans Évoluer parmi les avalanches, écrit ceci. Le vide est suspendu à ce long et frais éclair, et c'est l'éclair qui rend le vide si désirable. Le vertige se rapproche et se décuple, et de nouveaux vertiges se changent en vide. Le vide, lorsqu'il s'ouvre dans une existence, déchire sur son passage. Et c'est ce déchirement où s'inscrivent des lueurs qui prend toutes les couleurs de la beauté. Sur la scène du château apparaissait le groupe Camp Cloud. Le miracle pouvait commencer. Nos âmes allaient voyager l'espace d'une heure dans des territoires contrastés, entre mélancolie, désespoir et rage salvatrice. La chanteuse franco-américaine Diane Sagné se dressait sur le devant de la scène, électrifiait le public, l'exhortait à vivre davantage, à s'élancer vers Lost Highway. Avec l'aide au clavier de l'anglais Michael Gifts, sautillant, le smile aux lèvres et la présence discrète et tout en finesse du suédois Leo Halden. C'était le dernier concert en date de la tournée qui accompagnait le dernier album en date, Maudie Moon. L'entretien qui va suivre nous apprendra une nouvelle naissance, de nouveaux éclairs dans le ciel de Camp Cloud, puisqu'un nouvel album verra le jour en mars 2026. Ils seront sur scène le jeudi 9 avril 2026 au Trabendo à Paris. D'ici là, révisez vos classiques, soyez patients, mais surtout soyez prêts pour plonger dans l'inconnu. If I don't want you, then I don't want to.
68. C'est la fin de notre tournée, les mecs. La fin de la tournée 2025. C'était la dernière date. C'était la dernière date. Avant le retour un petit peu en studio et. Non, on a fini le studio, mais on finalise l'album. Là, on est sur les masters. D'accord. Et la petite tournée de 2025, c'est terminé. Bon, alors je me trouve toujours à l'excellent festival Rock in the Barn. Et là, tout de suite, j'ai de la chance, je suis avec le groupe Camp Claude. Et je suis avec une Diane qui est une échappée d'un film de David Lynch, Mulholland Drive, puisque l'une des héroïnes s'appelle Diane et Camilla. C'est vrai. That's true. Dans Mulholland Drive. Exactly. Ouais, je l'ai re-regardé récemment d'ailleurs avec ma meuf et on était en mode waouh. J'avais oublié qu'elle s'appelait Diane, l'actrice, enfin pas principale, mais un des personnages qui revient et qui tourne. Il est incroyable ce film. Bon. Incroyable. Donc je suis avec Diane, je suis avec Léo, je suis avec Michael. Bonjour. Bon, et Michael. Yes. On peut presque commencer avec Michael parce que l'album s'appelle Maudie Moon. Yes. Oui. But sur scène j'ai entendu Honeymoon parce qu'il y a eu un mariage. Ah oui, pas mal, oui. Mais le mariage n'était pas moody. C'était super. Bon. Super alors, Moon. Michael, tu viens d'où? Je viens d'Angleterre. D'Angleterre, Ouais. d'accord. Mais tes origines? Les origines, c'est jamaïcain. Ah, voilà pourquoi le mariage en Jamaïque. Oui, exactement. Et le fameux clip, sur quelle chanson déjà? Attends, Diane reprend le micro. Le clip c'était sur Ashoka. D'accord, ok. Et c'est marrant parce que moi je suis partie un peu en amont. J'ai fait une sorte de petit trip où je suis allée voir ma grand-mère en Floride, je suis allée voir un ami à Nashville. Parce que on va un peu vite, mais tu es d'origine américaine, c'est ça? Ouais, franco-américaine. Ouais. C'est ma maman qui est américaine et donc toute D'accord. sa famille qui habite aux États-Unis. Ouais. Ok. C'est quoi le prénom de ta maman? Ma maman, son nom de jeune fille c'est Karen avec un C. D'accord. Ashley. D'accord. Son nom de famille. Ok. Alors comment Karen, elle se retrouve à arriver en France ou un papa arrive et je sais pas comment. En fait, elle avait une amie qui est venue étudier et travailler dans le premier diner américain à Paris. D'accord. À l'époque, ma mère elle faisait ses études pour devenir prof d'espagnol aux États-Unis. Amazing. Et sa pote lui a dit c'est trop bien, je te chope un taf dans ce diner au black, viens, tu vas kiffer. Et en fait, ma mère elle a commencé à venir en France et bosser un petit peu. Elle retournait aux États-Unis quand elle avait plus d'argent ou quand il fallait qu'elle rentre. Et elle revenait tout le temps en France. Et en fait, de par des amis en commun avec mon père, ils se sont rencontrés à un moment. C'est comment le prénom de ton papa? Mon papa, il s'appelait Philippe. D'accord. Ok, donc Philippe et Karen. Philippe Sagnier et Karen Ashley ont eu un coup de foudre et se sont fiancés en 3 jours. Ouais. Je vais pas partir trop dans les détails de toute l'histoire parce que c'est pas. Non, mais parce que tu aurais pu être contexte, plutôt qu'américaine, mais merci en tout cas pour nous avoir plongé dans cet univers-là et qui parlera peut-être certainement aussi, on en reviendra, de qu'est-ce que c'est Camp Claude et ce dont ça parle. Voilà, puisqu'il y a une mixité dans le groupe, il y a tout le monde vient ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que tout le monde vient d'un univers différent et que tout le monde soit retrouvé en France. Donc ça, c'est la grande magie. Allez, on va passer le micro tout de suite à Léo. Léo qui est suédois. Comment dit-on bonjour en suédois? Hey. Hey, tout simplement. je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais ce sera juste. Il y aura d'autres, mais ça sera plus compliqué, je sais pas. D'accord. Mais okay. hey c'est amical. D'accord. Dans quelle région es-tu né spécifiquement Moi, je suis né à Linköping, mais j'ai grandi à banlieue de Stockholm. D'accord. Est-ce qu'il y avait la présence de l'art dans l'enfance? Est-ce qu'on t'emmenait voir des concerts? Est-ce que tu allais dans des bibliothèques? J'imagine qu'il y a avoir des bibliothèques aussi en Suède. Comment ça se passe? C'est un peu l'équivalence des associations et on a beaucoup. Et donc il y a beaucoup de presque toute la culture et le sport
disons que Suède est plus sport que culture, je pense à la base, mais culture aussi. Bibliothèque, etc. C'est assez socialiste. Est-ce qu'on t'emmenait au cinéma? Il y a Bergman, mais Bergman, tu étais peut-être un peu jeune pour voir ses films. Mais est-ce qu'on t'emmenait au cinéma? Est-ce qu'on t'emmenait... Moi, c'était plus Mumin. Mumin. Mon enfance, ouais. Bergman, c'est presque sûr. Interdit pour les enfants, je pense. Mais en tout cas, il y avait une pratique comme ça où on te faisait découvrir un peu la musique, la littérature. On te lisait des histoires le soir avant de dormir. Ouais. Tu te souviens de ça, de ta maman qui te lisait des... Ouais, mes parents... Non, ça c'est... Il y a l'écrivain suédois qui est mondialement connu. En tout cas, on estime ça en Suède, Astrid Lindgren. Donc, il y avait... Tu peux mettre au micro comme ça. Donc, il y avait... Moi, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde lit beaucoup de trucs internationaux, mais à l'époque, c'était des livres suédois principalement. D'accord. Comment est venu ce goût pour la musique? Pourquoi tu n'es pas devenu astronome ou je sais pas, moi j'étais dans les sports. Quel sport, Léo? Quasiment tous les sports. Moi, j'ai fait motocross, football, athlétique, hockey sur glace et probablement oublié plein. Mais hockey sur glace, c'était le dernier que j'ai fait jusqu'à que j'étais 18 ans. Et après, j'ai switché pour la guitare. Et non mais attends, on va un peu vite, Léo. Comment on switch d'un seul coup la guitare? Parce que la guitare, c'est un instrument. Les instruments, ça a toujours été très présent chez nous. Dans ma famille, mon père était guitariste pendant 10 ans avant... avant de prendre un métier un peu plus classique. Ouais. Donc lui, il avait toujours quelques guitares qu'il avait gardées quand il a arrêté son exercice professionnel. Et piano, des disques en vinyle et tout ça. Ok, est-ce que tu as monté des groupes après au collège, au lycée? Non, moi j'ai... En fait, j'ai tout de suite commencé au niveau professionnel quasiment, un peu par hasard. Moi, je voulais monter un groupe avec des potes du lycée, en gros. Quand j'avais arrêté le hockey sur glace, je me lançais dans la guitare. Je n'avais pas vraiment joué avant, ça ne m'intéressait pas trop. Mais j'avais commencé à fond avec ça. Et j'avais un pote qui était guitariste, qui était chanteur dans mon groupe que je voulais monter. Et lui, il faisait des claviers pour J.J. Johansson. Ah, J.J. Johansson? Ouais. Ah, super, j'adore. Et eux, ils galéraient à trouver des guitaristes. D'accord. Parce qu'il y avait une qui jouait sur le disque, mais c'était trop cher pour voyager avec lui. Parce que moi, j'ai vu J.J. Johansson la première fois. Il est passé en France. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, moi, je l'ai vu au tout début pour le premier album. C'était à l'Olympia, en première partie d'Étienne Dao. Et c'était 1997, le 28 novembre 1997. C'était mon anniversaire ce soir-là. Ah, ok. Moi j'étais là, ouais. C'est vrai? Ouais. Yeah. Allez, oh yeah. Ouais, on avait fait 3 jours de suite super. avec Étienne Dao. Ouais. Ah, mais super la vie. Ah, non, c'était énorme. Il y avait François Hardy dans les loges. Et il y avait Robin aussi, la vedette suédoise, qui était dans les loges aussi. Parce qu'à l'époque, JJ et elle étaient sur BMG et tout ça. Donc c'était un grand moment comme jeune. Vient de finir le lycée, en gros. J'ai tombé un peu par hasard dans cette turbine et qui était un peu étonnant pour moi, mais aussi pour JJ aussi, parce que ça est venu très vite. Et c'est pas comme maintenant, c'était... ça existait Internet, mais... les gens oublient vite comment c'était avant. Ouais. Donc, en gros, tu partais 1 mois, 2 mois parce que sans couper de monde complètement. Ouais. Et après, tu rentrais, tu regardais un peu les journaux, qu'est-ce qui se passait les derniers 2 mois. Quoi. Ouais. Donc, le monde a beaucoup changé, mais c'était une drôle d'époque, très intense.
Et c'est le rock life comme jeune, un peu comme ça. Bon, super. Léo. Ouais. Allez, on va passer avec Michael. Michael, Ouais. alors, c'est d'abord la Jamaïque et les États-Unis ou c'est... Non, tu non. es né où, toi? Non, moi, je suis né à Londres. À London, Mais, ok. Oui, les États-Unis, ah oui, l'Angleterre. Ouais, mais ma famille, ils sont jamaïcains, mais moi, je suis né là-bas, à Londres. Ah, ok, alors est-ce que dans l'enfance, il y avait justement cette présence, on t'emmenait au cinéma, la musique était, on achetait des CD, je sais pas, ou des 33 tours. Tu parles de CD, cette époque-là, c'était des cassettes. Des cassettes, ok. Ah ouais, on avait des cassettes très classiques. Mon père, il aimait bien Elvis. Yeah. Donc on avait des cassettes de Elvis, bien sûr, beaucoup Bob Marley, des trucs classiques. Après des trucs de soul comme Percy Sledge. C'est vraiment. Et après moi, j'aimais tout de suite le hip-hop. Avant c'était le ska, on avait beaucoup de ska, qui était super. On avait tout en fait. En fait, en Angleterre, tu as tout de suite. Tu as le reggae, le ska, le hip-hop. Est-ce que ta maman est aussi d'origine jamaïcaine? Ouais. Est-ce qu'elle te chantait des chansons quand tu étais petit? Ma mère, non. Non? Non. Oui, elle a chanté Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, ok. Ouais, elle adorait Jimmy Cliff. C'est la seule chanson qu'elle a chantée, c'est chanson de Jimmy Cliff. Ouais. Ok. Alors, comment tu deviens musicien, toi, à l'adolescence? Ouais, non, très tard en fait. J'ai commencé. Non, c'était genre. Je sais pas, je crois genre 23, 24 ans. J'avais rien avec la musique avant. Ah, ok, donc jamais touché un instrument avant. Non. Ok. Non, en fait, j'ai commencé avec le parole. Ouais. Donc, j'avais juste écrit le parole presque pour moi, en fait. Un jour, j'ai montré à mes potes le parole et ils ont trouvé ça vraiment drôle, en fait. Que j'ai écrit le parole. Je fais le parole presque de blagues autour de gens autour de moi. Ils trouvaient ça drôle, mais ils trouvaient ça vraiment bon. Donc, j'ai dit, tiens, il y a un truc. Et après, j'avais vu, c'est un peu comme Leo, j'avais vu une annonce, c'était l'époque de genre 90, il y avait l'époque de trip-hop, tout le groupe Massive Attack, Portishead, Tricky et tout ça. Et il y avait un autre mec de Bristol qui était vraiment un peu dans la même bande, qui avait fait une annonce et il voulait un rappeur. Donc j'ai allé chez lui, on avait fait un morceau, s'appelle I Could Just Die. C'était vraiment cool quoi, c'est un morceau très très cool. Après, 6 mois après, on était signé avec un major label quoi. C'était vraiment rapide quoi. Mais on était en Bristol, on a enregistré dans le studio de Portishead. Ouais. On a piqué il y avait plein de mushrooms. Et the Angie sound de Portishead. Là, c'est des mushrooms, mais vous touchez pas. Vous touchez pas parce que ça, c'est pour nous. On dit oui, d'accord. Il est parti, on a pris les mushrooms. On a baladé dans Bristol, dans une lune. C'était magique, quoi. Bon, honeymoon. Ouais, honeymoon. Always. Allez, on retourne avec Diane. Diane, donc du coup, alors cette histoire dans l'enfance, la musique est arrivée très vite dans ta vie alors? Ouais, j'ai toujours, en fait, enfant, j'étais un enfant bruyant. Je dansais, j'écoutais la musique de mes parents. Alors donc tu étais vivante surtout, parce que vous êtes bruyante, mais vivante. Oui. En tout cas, j'ai toujours fait du bruit. Et j'ai toujours dansé, chanté dès mon plus jeune âge. Je me souviens pas d'un moment où j'étais pas en train d'écouter de la musique et vibrer. Je regardais les lyrics sur les CD de Mariah Carey, de Toto, de Bruce Springsteen, les CD de mes parents, quoi. Et j'avais des groupes quand j'étais au lycée. J'ai toujours fait de la musique. D'accord, en fait. mais alors groupe, c'est-à-dire c'est l'arrivée de la guitare aussi, toi aussi, cet instrument, Ouais, d'abord en comparé au clavier ou je sais pas. Mon oncle, il jouait de pas mal d'instruments, guitare, contrebasse, et je trouvais ça tellement cool. Et quand je suis arrivée à 5-6 ans, mes parents, ils ont été super parce qu'ils nous demandaient en gros ce qu'on voulait faire comme activité, parce qu'on était hyper actifs avec mon petit frère, et il fallait qu'ils nous mettent dans des activités, quoi.
Et notamment, on m'a mis au conservatoire. Et j'étais un peu jeune, mais ils m'ont fait tester plein d'instruments. Et moi, je voulais vraiment juste la guitare. Donc, j'étais un peu jeune, mais j'ai commencé la guitare à 6-7 ans. D'accord. Ouais. T'avais une image forte. Pourquoi? T'avais vu Jimi Hendrix ou Non, juste... je trouvais cet instrument incroyable. Et plus tard, en grandissant, je me suis rendu compte que je pouvais jouer quelques accords et chanter par-dessus. Et en fait, je me suis accrochée à ça. C'est tout ce que j'avais envie de faire. D'accord. Il y a l'adolescence, tu commences à monter ces premiers groupes, t'es avec donc comme tu disais, des copains-copines. Ouais, j'ai commencé à jouer. Il y avait des petits groupes qui se montaient au lycée. Ils ont ouvert une salle de musique. Et moi, c'était la période où mon père il est décédé. Et en fait, je passais tout mon temps dans la salle de musique. Il y avait des mecs qui passaient, notamment un gars qui jouait trop bien de la guitare. En fait, on s'est retrouvés souvent dans cette pièce avec des gars. Et on était en mode, allez, on monte un petit groupe. Et en fait, ça m'a pas mal, moi, ça m'a sauvé mes périodes lycée, cette période-là qui était assez difficile. Franchement, j'ai trouvé tellement de relief et de bonheur dans jouer de la musique avec d'autres personnes, pouvoir m'exprimer. On composait un peu des petits morceaux, on a gagné un tremplin, on a enregistré un petit EP. J'ai juste pris goût à ça et après le lycée, je suis partie à Paris pour l'école des Gobelins en photographie. Ouais. Le groupe s'est arrêté même si on a essayé un peu de tenir, mais on est tous partis par Mons et par Vaud pour nos études, quoi. On est restés en contact, je croise encore certains membres de mon groupe du lycée, c'est trop mignon, on est comme des frères et sœurs, quoi. Mais arrivé à Paris, j'ai fait un petit projet un peu acoustique, ukulélé, un peu folk. Et en fait, on m'a présenté Mike et Léo et Nairomi du groupe Tristesse Contemporaine pour faire un clip. Ah ouais, d'accord. Donc moi, j'étais professionnalisée en tant que photographe et vidéaste. Je suis sortie d'école. Mais Tristesse Contemporaine, c'est qui alors? C'est Léo, je me disais Mike. Bien. Ah d'accord. Et oui. Et Nairomi. Ah ok. Et moi, j'adorais leur musique, mais je les connaissais pas bien quand on me les a présentés. J'avais pas trop de temps. Au final, le clip ne s'est pas fait. Mais je me suis plongée un peu plus dans Tristesse Contemporaine que je venais de découvrir dans les mois qui ont suivi. Et je me suis dit, c'est vraiment cool, Diane, t'as raté un truc et tout. Mais déjà, rien que le nom du groupe Tristesse Contemporaine, c'est très très beau, c'est très littéraire. Merci. Oui, ça c'est... J'avais pendant quelques années une carrière en parallèle de la musique. J'ai fiché des livres anciens pour des antiquariats. Le livre ancien. Et j'ai tombé sur ces livres, je les fichais pour mettre dans l'ordinateur et j'ai gardé une copie parce que je trouvais le nom tellement fort. Et je me disais que ça pouvait servir à quelque chose et puis quand nous on a cherché un nom avec ces projets, j'ai repensé à cette fiche et puis voilà. C'est presque un nom suédois, presque. Comment? C'est presque un nom suédois. Presque, au niveau du sens. Tristesse contemporaine. Ouais. Il y a un côté un peu mélancolique avec la Suède. Ouais, peut-être. Mais moi, moi, j'ai pensé au départ un peu presque deuxième... ça marche dans le premier degré et le deuxième degré. D'accord. Mais j'avais pensé plus deuxième degré. Et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure, les gens ils le prennent plus dans le premier degré en fait. D'accord. Et que ça va aussi. Michael, qu'est-ce que c'était de rencontrer une jeune fille qui s'appelle Diane? Comment vous vous êtes connectés? Enfin, elle nous a expliqué comment, mais après, c'est pas tout de se rencontrer. Il faut avoir une sensibilité commune et puis quelque chose qui match. Non, en fait, c'est le premier rendez-vous. Franchement, j'ai senti un charisme énorme. C'était comme un claque. Donc, c'est pour ça, même si on n'avait pas fait de vidéos. Après, Diane m'avait aidé pour des vidéos pour Tristesse Contemporaine.
moi, j'ai senti que je voulais rester en contact parce que je savais qu'il a un truc à faire, quoi. Je savais pas quoi. Peut-être c'est dans le film, peut-être c'est dans la musique, mais moi, je trouve que c'est rare que tu rencontres des gens comme ça. Tu dis, ah putain, c'est un charisme énorme, quoi. Donc, c'est dommage de passer ça, quoi. Après, quand j'ai vu qu'elle avait une guitare chez elle, c'était genre, ah, est-ce que tu fais de la musique? Et quand elle dit oui, c'était genre, ok, on va essayer un truc, quoi. D'accord. Alors la première fois que vous êtes réunis tous les trois, là, c'était à Paris, dans un appartement, dans un studio. C'était où ça, Diane? En fait, Mike, après qu'on ait bossé sur des petites vidéos, il avait besoin d'aide. En gros, après ce fameux proposition de clip qui s'est pas fait, donc je me plonge dans la musique de tristesse contemporaine et je me dis putain, c'est vraiment bien, genre trop cool ce qu'ils font. Je recontacte Mike quelques mois plus tard quand j'ai un peu plus de temps et je lui dis écoute, j'ai plus de temps, on habitait juste à côté à l'époque, si tu as besoin d'aide. C'est où ça, à côté? On habitait près de Gare de l'Est, Strasbourg-Saint-Denis, dans la rue du Faubourg-Saint-Denis en fait, à Paris. Et donc j'ai écrit à Mike en lui disant n'hésite pas, j'ai du temps en ce moment, si vous avez besoin d'aide pour des clips, et évidemment les groupes ils ont toujours besoin d'aide, et Mike il était en train de bosser sur 3 vidéos, différents concepts, mais t'avais des petits bugs dans le montage, il te manquait quelques images. C'était pas net, quoi. C'était, oui, des montages genre, moi j'avais filmé ça avec une caméra juste comme ça, et j'ai fait des edits comme ça. Je savais que Diane avait les compétences de mettre tout ça en place, quoi. En gros, je lui ai cleané, on a refilmé des petits trucs, on a cleané les montages. Et c'est vrai qu'il a vu la guitare chez moi. Et en fait, il me semble que tu es allé checker sur YouTube, il y avait encore des traces de mon petit projet acoustique folk. Et ils m'ont dit, attends, tu chantes en fait, elle est cool ta voix, ça serait cool qu'on passe en studio un jour. Mais ils sortaient l'album de Tristesse Contemporaine, ils m'ont dit, on n'a pas trop le temps là, mais dans 6 mois, ce serait trop cool qu'on fasse une session studio. Et je me souviens que 6 mois après, je passe ma porte de mon appart et je me dis, putain, est-ce que je leur écris? C'est vrai qu'ils m'avaient dit dans 6 mois, et là c'est 6 mois. Et ce jour-là, ils m'ont écrit et ils m'ont proposé de passer à leur studio à Gallieni. Petit studio, mais dans lequel il y a une super ambiance. Et en fait, j'ai joué quelques-uns de mes morceaux. Ils m'ont joué des prods où ils avaient besoin d'une voix par-dessus. Et en fait, on a commencé à composer un peu comme ça, buffer ensemble, tous les 3. Et il y avait une bonne alchimie. Moi, j'avoue, j'avais aucune idée de ce qui allait en ressortir. Je me suis juste dit, ah cool, on a fait du son, quoi, c'est cool. Et en fait, je crois qu'on avait Hurricanes assez vite, des Trap assez vite. Et on s'est dit, il y a un truc à faire. On est tombé assez vite moi sur un manager qui connaissait mon travail de photographe. Je l'ai croisé à une soirée à la Maroc. Il me dit ah tu fais quoi en ce moment? Et je lui dis ah bah mes projets photos, vidéos, mais aussi j'ai commencé à faire de la musique avec les gars de Tristesse Contemporaine, tu connais. Et ses yeux se sont illuminés. Et en fait, il s'est jeté dessus et il a enclenché le groupe en mode professionnel. Il nous a signé en édition, il nous a fait signer en label très vite. En fait, c'est parti au quart de tour. Heureusement, on avait plein de morceaux. On avait composé pendant presque 1 an, en fait. On avait plein de morceaux. Donc, c'est parti, quoi. Ok. Les textes, les lyrics, c'est qui s'en occupe? On coécrit. Mike, il écrit beaucoup. Moi, je rebondis pas mal sur ce qu'il écrit. Des fois, j'écris des trucs et lui, il rebondit dessus. Non, c'est assez fluide. Okay. Léo, pour la composition musicale, du coup, toi, tu interviens avec ta guitare magique. Comment ça se passe là? Oui. C'est toi le dictateur du groupe au niveau musical? Non, bah, comment dire, le magnétophone en tout cas. Là, ça change un peu, mais à l'époque, moi, j'avais créé ce studio pour et installer le studio pour pouvoir aller très vite entre l'idée et le prise. Donc, c'est parfait pour ce genre de truc, genre il y a une idée, il y a un prod, etc., pour qu'on peut faire rec très rapidement et tout ça. Donc, moi, j'étais plus à la recording et bien sûr, en grande partie sur le compo, quoi, et la prod au début.
Et puis maintenant, c'est un peu plus mélangé. Voilà. Ok. On voit sur scène, c'est assez énergique, c'est même assez. Le terme festif, c'est pas correct. Je sais pas comment on dit. Festif, en tout cas, festival. festif festival. Mais en tout cas, il y avait une énergie folle là. On vous a vu tous les deux se bouger dans tous les sens. Bon, Diane, elle est championne du monde pour ça. Léo, un peu plus réservé. Avec sa guitare, mais du coup ça prenait feu et je voulais te poser cette question là parce que en te regardant je pensais à un cinéaste polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, qui a fait L'importance c'est d'aimer, qui a fait un film incroyable qui s'appelle Possession avec Isabelle Adjani dans le métro de Berlin, une scène de fou, voilà. Et je sais qu'il demande tout le temps après que la scène était prise, je te donnerai les infos après, demandait toujours à son cadreur est-ce que le léger surplus a-t-il été photographié, oui ou non. Et en te voyant avec cette énergie comme ça débordante, je me suis dit le léger surplus, comment tu as réussi à le canaliser quand tu étais à l'école et là le laisser vivre à fond là, quand on est sur scène. Comme tout le monde, on grandit, on mature. Je suis passée par plusieurs phases où je pense que du coup à l'époque où je faisais la petite folk et tout, c'était cool, mais je voyais pas ça en mode professionnel. Je sortais d'école de photo, je me suis dit je me concentre à fond sur mon travail de photographe, vidéaste. J'ai eu la chance d'avoir du taf assez vite. Et en vrai, en fait, c'est juste un chemin parcouru, quoi, de donner de plus en plus, apprendre à lâcher prise. Moi, j'ai cette énergie et j'ai compris que je pouvais la communiquer. Et c'est vrai que la scène, c'est précieux pour ça, parce que c'est vraiment le moment où on peut partager chacun notre énergie, notre personnalité, évidemment illustrée par les morceaux. Mais c'est cool. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique où on se lâche à fond, on donne le maximum, en tout cas selon le confort dans lequel on est, etc. Parce que ça dépend tellement des situations. Oui, la scène était petite là, pour bouger tous les deux là, c'était pas évident. En même temps, on a joué sur plus petit. Ouais. Et là, il y avait le château derrière, on avait la vue magnifique, sur l'eau et le public, c'était magnifique. Comme Claude, parce qu'on voit sur tes doigts, je sais pas comment on dit, on voit CC. Le nom du groupe déjà, c'est... En fait, mes deuxièmes prénoms, c'est Claude Carole, pour mon papy côté de mon papa et mamie côté de ma maman. D'accord. Et quand on cherchait le nom du groupe, parce que ça allait assez vite, à un moment on était en mode oh là là, faut qu'on nomme, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Et on aimait bien l'idée de un nom comme c'est un groupe, donc club quelque chose, band, camp. Moi j'avais des souvenirs assez forts de quand j'étais à la colonie de vacances et j'avais ce côté un peu guitare acoustique auprès du feu, genre campfire, guitar. Et les garçons ils ont trouvé que c'était vraiment mon atout, ce côté guitare-voix, communicatif. Et on s'est dit camp, c'est cool. Il y avait à l'époque Moonrise Kingdom de Wes Anderson qui est sorti et qui était on en a très parlé big. avec la tatoueuse Pauline, parce que sur un des tatous qu'elle propose, il y a une scène du film, je ne sais pas si tu te souviens, ils se retrouvent, les deux ont fait une échappée, ils se retrouvent sur une plage et elle met un magnétophone là et le tourne-disque et là c'est Françoise Hardy. C'est le temps de l'amour et tout ça. Le travail de Wes Anderson, comme David Lynch, moi qui vient de l'image, il y avait beaucoup de ces choses-là qui m'ont inspirée. Et en fait, on se disait, ok, camp, on aimait bien camp. En plus, ça signifie pas mal de choses aussi, de lâcher prise dans le monde queer et tout. Camp, cloud, parce qu'on se disait, on fait quelque chose d'assez éthéré. Et j'étais en mode, mon deuxième prénom, c'est Claude. Et c'est un prénom mixte, c'est un prénom d'homme à la base, mais du coup, il y a des femmes aussi qui s'appellent comme ça. On trouvait ça trop cool, la petite connotation entre le monde anglophone, le monde français. Camp Claude. Bon, on resterait des heures ensemble parce qu'il y a eu une table ronde tout à l'heure qui était passionnante sur la place de la femme dans le milieu artistique. Et il y avait plein d'anecdotes qui étaient très émouvantes, qui faisaient des fois du mal parce que c'était une réalité et on voit que c'est dur d'être une femme. Et même si c'est en train de changer, mais ça grandit lentement. C'est dur d'être un humain en général. Et c'est vrai que les minorités, les femmes et les minorités de genre,
de couleur de peau. Enfin, la vie peut être encore plus dure, ouais. Bon, en tout cas, le prochain album, ce sera, tu l'as dévoilé ce soir sur scène, ce sera Never Say Never, c'est ça ou pas? Oui, yes. Donc ça va sortir au mois de mars. De mars, et vous faites le Trabendo au mois d'avril. Exactement. Je ne sais plus la date exactement. Je crois que le Trabendo, c'est le 9 avril. 9 avril. Ouais, 9 avril. Et la sortie de l'album, c'est le jour de mon anniversaire, le 20 mars. Ah, super. Les étoiles, les constellations, tout va bien se passer, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va être la dernière question. Qu'est-ce que vous avez mis comme couleur chacun dans ce nouvel album là, qui va sortir là? Ce serait quoi là? Ce qui est beau, c'est que en fait, au fur et à mesure de nos albums, on prend un peu des places différentes. Mike, il a commencé à produire de plus en plus. Donc Léo, comme il disait, il faisait vraiment toute la prod au début. Et toujours, évidemment, de pas mal de morceaux. On intègre aussi de plus en plus la voix de Mike. Yes, donc, yes, en fait, on a vu sur scène. Ouais. Oui. Donc juste continuer à avoir de plus en plus une alchimie, un équilibre. Quand Claude, quoi. Donc chaque album, on présente de plus en plus ce qu'on crée ensemble et puis la synergie, l'énergie qu'on a ensemble quand on crée. Bon alors Léo, dis-nous en suédois, même si on comprend pas, c'est pas grave, mais dis-nous la couleur de cet album, les émotions, les sensations pour la création, en suédois. Hein. Vi är betydligt mer självsäkra och j'ai presque oublié de parler. Men vi har väldigt kul i alla fall när vi gör musiken och och det går åt alla möjliga håll. Bon, eh ben merci beaucoup. On va finir avec Michael. Ouais. Ces couleurs sur ce nouvel album, après ce honeymoon, la joie d'un mariage, en fait, l'émotion, la vitalité. Oui, peut-être honeymoon à jouer parce qu'en fait, on a vraiment décidé de faire un album positif. On l'a vu sur scène, sur scène. Oui, c'est positif dans l'énergie sur scène pour donner, de rester dans le présent. Et vraiment dans le morceau là, c'est positivité. Super, on se retrouve. La vie est magnifique et on voulait vraiment transmettre ça. On a beaucoup de mélancolie dans nos albums d'avant et évidemment ça tire toujours dans nos créations. Mais on s'est dit, ok, on arrête d'être cynique. On veut juste vivre et en profiter un maximum. Ok, bon, on se retrouve au Trabendo le 9 avril. Ok, thank you very much, Diane, Léo, Michael. Merci. Ok. Thank you. And I don't want to drift forever, but in this song we all get severed. I'm trying not to be who I am, but if I stop, I'll never land. Like hurricanes, we always come, but we won't stay here too long, too long, too long, too long. And I don't want to drift forever, but in this song we all get severed. I'm trying not to be who I am, 'cause if I stop, I'll never land. Too long, too long, too long, too long, too long, too long, too long,
on. Like hurricanes, we always come. And we won't stay here too long. 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 Un grand merci à toute l'équipe du festival Rock in the Barn, tout particulièrement Agathe, Léna, Willow. Un grand merci à Cam Claude pour s'être rendu disponible juste après le concert, et enfin à Ludo. Vous avez pu entendre 2 titres, Do It et Hurricane. Entretien et texte d'introduction Fabien Eck. Prise de son de l'entretien du plongeon dans la piscine Melville Eckbelet. Musique Adrien Desarrojo. Création visuelle Stéphane Perrault. Photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt pour d'autres épisodes de Rock in the Barn.